Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Dexter veille seul à côté de sa femme. Il a très envie de dormir, car il est tard, mais il se défend de s'assoupir. Il aura tout le temps quand ce sera terminé. Ça fait maintenant 1 heure que Quella, étendu calmement sous le drap blanc, n'a pas bougé. Son corps, empâté, semble s'être assoupi dans une curieuse langueur. Un bras d'un blanc laiteux, court et dodu, pend hors du lit. Les traits de son visage rond ont tant soit peu coulé et fondu sous la couche de poudre, de fard et de rouge à lèvres, et ses petites boucles blondes, raides et agressives, pendent défaites. Mais elle n'est pas encore morte. Dexter essaie de rester éveillé en révisant ses plans. Les détails matériels ont été assez faciles à régler. Il a soigneusement effacé ses propres empreintes sur la boîte de somnifères et imprimé à la place celle de Quella en appuyant dessus sa main endormie. Il s'y est pris de la même manière avec le verre d'eau. Naturellement, Quella n'a pas avalé volontairement les cachets, mais tout le monde sait qu'elle en prend, et c'est elle-même qui les a achetés hier sur ordonnance. Cette fois-ci, c'est lui qui les lui a administrés. Il les a broyés et mélangés dans le pudding au chocolat conservé dans le réfrigérateur, sachant que Quella y ferait une razzia avant d'aller se coucher. Le mobile ? Eh bien, il s'en est occupé aussi. Mais il lui a fallu plus de courage que pour droguer le pudding. Il a provoqué Quella délibérément, il l'a défiée. Elle a voulu faire une partie d'échecs et il a refusé. Alors elle s'est mise en colère. Et sans un mot, il a quitté la maison et il est allé au cinéma où il a vu 2 films d'affilée. À son retour, il a découvert avec satisfaction que tout s'était passé exactement comme il l'avait espéré. Quella a écrit à sa sœur une lettre qu'elle n'a pas terminée. Oh, elle commence souvent des lettres qu'elle ne termine pas ou qu'elle poste rarement. C'est une belle lettre dont le papier a été mouillé de larmes. Elle commence ainsi. « Chère Marie, je suis folle de chagrin. Que vais-je devenir? J'ai la preuve formelle que Dexter ne m'aime plus, lui qui est tout pour moi. Sais-tu ce qu'il vient de me faire? Il m'a laissé ici, seul, à pleurer. Que vais-je devenir si je l'ai perdu? Comment continuer à vivre? » La lettre s'arrête là, mais c'est suffisant pour servir de caution à la thèse du suicide. Voyons, que manque-t-il encore? Tout est bien préparé. Quella doit juste coopérer au dernier acte, c'est-à-dire cesser de respirer. Par moments, Dexter s'assoupit et revoit le marché qu'il a conclu avec Quella quand il l'a épousée. Jusque-là, il était obligé de faire des petits boulots pour subvenir à ses besoins, ce qui l'empêchait de se consacrer à la peinture et de mener son art à maturité. Il vivait dans l'espoir qu'un mécène reconnaîtrait son talent naissant, lui louerait un atelier et l'entretiendrait. Finalement, c'est Quella qui va jouer ce rôle. Un jour, alors qu'elle passe par la galerie où il expose, elle s'arrête longuement sur une de ses toiles,
puis l'aborde. Elle ne lui plaît pas. Grosse, trop vieille, arrogante, maquillée à outrance, tout en elle personnifie le mauvais goût. Mais elle est riche, très riche. Quella, elle, remarque tout de suite son visage maigre et son col de chemise râpé. Elle en tire aussitôt la conclusion adéquate. Elle sera son protecteur, mais il devra l'épouser. Par passion pour son art, Dexter accepte. La proposition est franche, ce qui lui laisse croire que Quella est honnête. Elle lui achète le matériel dont il a besoin pour peindre et il installe son chevalet dans une vaste pièce exposée au nord, la meilleure lumière pour les peintres. Une seule chose lui est interdite: le repos. Quella est une femme exigeante. Elle s'est mariée pour avoir un homme de compagnie, non pour subventionner un talent quel qu'il soit. Elle ne montre aucun intérêt pour son travail et l'oblige à déjeuner, à prendre le thé avec elle, à participer à ces minables réceptions mondaines où elle l'exhibe comme un caniche de race. Mais pour Dexter, le moment est venu de prendre une décision. Il peut ou quitter Quella et reprendre sa vie antérieure, ou, ce qui serait mieux, s'arranger pour profiter de son argent sans subir cette épouse. Seulement voilà, pour bénéficier de cette seconde solution, il n'y a qu'un moyen: le meurtre. Mais Quella l'insupporte tellement que cette décision n'a pas été trop dure à prendre pour Dexter. La pendule le réveille quand elle sonne 2 heures. Il se lève et va jusqu'au lit pour la regarder. Aucune indication ne semble dire qu'elle vit encore. Ses seins lourds ne bougent plus. Peut-être devrait-il tâter son pouls à son poignet grassouillet ou coller son oreille contre son opulente poitrine pour écouter les battements du cœur. Mais cette chair qui le repousse déjà quand elle est en vie, l'écœure quand elle est morte. Alors il se contente de l'examiner longuement. Puis, il va s'étendre sur le canapé dans l'atelier, las mais satisfait, et s'endort du sommeil du juste. Tout d'abord, il croit faire un cauchemar quand il entend Quella l'appeler faiblement. Il écoute sans vouloir en croire ses oreilles, mais les appels se répètent. Il a un frisson d'horreur. Est-ce qu'il l'a vraiment tué hier soir? Ou est-ce un rêve? En tremblant, il va jusqu'à la porte. Si ses yeux pouvaient contredire ce qu'il a entendu. Mais non. Quella, pâle, apparemment incapable de soulever sa tête de l'oreiller, mais les yeux grands ouverts, les paupières battant faiblement, est indubitablement vivante. « Appelle un docteur !» grince-t-elle. Elle a du mal à articuler, mais c'est bien sa voix, et elle donne un ordre. Habitué à lui obéir, Dexter s'approche du lit. Elle le regarde froidement, comme si elle savait. Et la peur qu'elle lui inspire, cette peur qui lui colle à la peau, l'empoigne de nouveau. Évidemment, il pourrait l'étouffer avec un oreiller. Elle est trop faible physiquement pour résister, et vu la dose de somnifères qu'elle a absorbée, personne n'y verrait que du feu. Il est tenté. Mais au lieu de prendre l'oreiller et d'en finir pour de bon avec elle, il prend le téléphone et appelle le docteur. Le docteur Gilman arrive vite. Dexter le laisse se rendre seul dans la chambre à coucher. Il est bien un quart d'heure maintenant qu'ils sont seuls quand la porte s'ouvre. Le docteur lui fait signe de venir. En entrant, Dexter remarque que Quella est soutenue par un oreiller supplémentaire. Elle a déjà l'air plus vivante. Leurs regards se croisent, et c'est lui qui baisse les yeux le premier.
« Monsieur Rod, votre femme vient de l'échapper belle !» lui dit le docteur Gilman. Ce petit bonhomme chauve qui se donne des airs importants est le médecin habituel de Quella. C'est lui qui a rédigé l'ordonnance pour les somnifères. Si son organisme n'avait pas été immunisé contre cette drogue par accoutumance, avec la dose qu'elle a prise, elle serait certainement morte. Dexter attend le grand coup. Que Gilman dise que Quella n'a pas pris de cachet hier soir et que c'est lui qui, d'une manière ou d'une autre, a réussi à les lui faire avaler. Mais le docteur ne dit rien de tel. S'adressant à eux, il continue à bavarder sur la nécessité de faire attention à l'avenir. « Quella devrait se reposer quelque temps, » dit-il. Il range son stéthoscope dans sa petite sacoche noire et s'en va, laissant Dexter hébété et stupéfait. La voix qui s'est raffermie depuis une heure lui commande de s'asseoir. Soumis, il cherche une chaise. « Non, ici, sur le bord du lit. Ne sois donc pas si cérémonieux. Après tout, tu es mon mari. » lui dit Quella. Il s'assied sur le bout des fesses, regardant le plancher. Elle lui demande. « Dans quoi avais-tu mis les cachets? » « Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? »« Je ne les ai pas pris moi-même. Comment as-tu réussi à me les faire avaler? » « Ben, dans le pudding au chocolat. Je les ai pilés et mélangés dedans. »« Très fort. Très audacieux aussi. » C'est la première fois qu'elle laisse deviner, à contre-cœur, un semblant d'admiration pour lui. « Je suppose que tu voulais faire passer ça pour un suicide, n'est-ce pas? » Ben oui. « Et dans ce cas, tout ce que j'avais écrit à ma sœur tombait pile. Cette lettre pour Marie aurait servi de lettre d'adieu, c'est ça? » Ben oui. « Bravo, Dexter. Tu me hais à ce point. » Disons plutôt que je te méprise. « Alors pourquoi m'as-tu épousé? » Parce que ça m'évitait de courir après des petits boulots et que je pourrais ainsi me consacrer à ma peinture. Il se lève, trouvant à nouveau du courage. « Quella, nous savons bien tous les deux où nous en sommes. Tu as acheté un mari pour qu'il te tienne compagnie. Tu t'es payé un petit chien-chien. Je t'ai épousé pour ton argent. Tu étais mon ticket repas. J'en ai eu marre de cet arrangement, c'est tout. »« Tu n'es qu'un parasite !»« Écoute, Quella, nous perdons notre temps. Tu veux appeler la police? » Ils restent tous deux silencieux et se mesurent du regard. Puis, Quella secoue la tête. « Non, c'est inutile. Je ne vois pas pourquoi nous ne continuerions pas comme avant. Simplement, maintenant, nous savons à quoi nous en tenir. J'ai toujours besoin d'une compagnie et il me serait difficile d'avouer à mes amis que mon mari a voulu m'empoisonner ou même qu'il ne m'aime plus. Toi, tu as toujours besoin de ton ticket repas. Nous formons un couple parfait. Bien entendu, je ferai très attention à tout ce que je boirai et mangerai. » Elle sourit, et son sourire est encore plus laid que d'habitude. Ses petits yeux bleus rapprochés le regardent avec malveillance. « Tu m'appartiens, Dexter. Et en prison, tu ne me serais plus d'aucune utilité. » Dexter doit encore essayer de la tuer, ou plutôt réussir à la tuer. Il ne peut pas prendre le risque d'échouer une seconde fois. Laissons-lui le temps de reconsidérer le problème et retrouvons-le dans quelques instants. Dexter et Quella ont conclu un arrangement le jour de leur mariage. Elle serait son protecteur afin qu'il puisse devenir un grand peintre et, en échange, il serait son homme de compagnie. Mais
Quella est odieuse au point que son mari, pour se débarrasser d'elle, simule son suicide par somnifère. Malheureusement, son accoutumance aux drogues a fait échouer son projet. Mais Dexter n'est pas résigné pour autant. Il y a encore plusieurs boîtes de somnifères, et cette fois-ci, il ne se trompera pas sur la dose. Il n'a pas à s'en faire non plus à propos de l'avertissement de Quella. Elle est boulimique et incapable de faire attention à tout ce qu'elle ingurgite à longueur de journée. Non, celui qui l'inquiète, c'est le docteur Gilman. Lui, il sait. Et tout vieux charlatan qu'il est, il trouvera certainement étrange la coïncidence des deux accidents, ou d'un accident et d'un suicide. Le risque est considérable. Une autre possibilité est simplement de quitter Quella et de retourner à l'usine, mais il en a soupé des usines et il n'a pas l'intention de s'y précipiter. La troisième solution consiste à accepter l'invitation généreuse de Quella de jouer au parfait mari. Il choisit celle-ci, temporairement tout au moins, le temps de se retourner et de trouver une nouvelle organisation. Mais les choses ne se passent pas comme Quella l'a promis, c'est-à-dire comme par le passé. Après une tentative d'empoisonnement, d'autres femmes se seraient tenues sur la défensive. Quella, elle, devient plus agressive et plus belliqueuse que jamais. En l'espace de 2 jours, elle est de nouveau sur pied. Noyée sous les plaintes et les reproches amers qu'elle lui adresse sans arrêt, il est pour elle aux petits soins. Complètement guérie, elle revient de plus belle à l'attaque. Un jour qu'il est sorti, il ne trouve pas Quella au lit, mais dans l'atelier. Toutes ses toiles, peintes ou non, sont lacérées, les tubes ont été écrasés et les couleurs se fondent dans un magma kaki. Au milieu de ce capharnaüm, Quella, les bigoudis en bataille, vêtue d'un kimono rouge, est une furie savourant le triomphe de sa vengeance. Il est tellement bouleversé qu'il ne peut prononcer un mot. La voix de Quella retentit. « Ça n'est qu'un avertissement! Dorénavant, mon petit Dexter, tu vas t'occuper d'être un bon mari, et je ne pense pas que tu auras encore le temps de peindre. » Dans un large sourire, elle découvre ses dents malsaines et mal plantées. Retrouvant la voix, il crie « C'est ce que tu crois, mais je te quitte, Quella! Je te quitte, toi et ton argent !» Il pivote sur lui-même et s'enfuit. Elle se met à glapir dans son dos et lui ordonne de s'arrêter, mais il n'en fait rien. Elle le rattrape sur le seuil. L'empoignant par l'épaule, elle l'oblige à se retourner vers elle. Le visage rouge de colère, elle hurle « Où vas-tu » Avec fierté et assurance, il lui répond « Là où tu m'as trouvé !» « Et comment tu feras pour subvenir à tes besoins, hein? Pour acheter tes toiles et tes pinceaux, hein? » Je trouverai du travail. « Tu seras incapable de le garder. Maintenant que tu as goûté au luxe, tu ne sais plus ce que c'est que de tirer le diable par la queue. Tu manges plus qu'à satiété, et la vie sera encore plus dure pour toi qu'à l'époque où je t'ai trouvé dans le ruisseau, crois-moi !» Il s'appuie contre la porte, blême et tremblant. Ce qu'elle dit est vrai. Il n'a jamais pu faire face à la réalité. Il n'est pas fait pour ce monde. Il n'est qu'un artiste. Maintenant, il a besoin de se sentir protégé, et il a fini par prendre goût à cet asile que Quella lui a offert. Alors qu'il vient d'annoncer son départ, l'idée de se retrouver plongé au milieu des autres hommes le terrifie. Fébrile, il supplie. « Quella, est-ce que tu acceptes que je reste ?»« Mais mon cher petit époux, je n'ai jamais pris au sérieux ton idée de départ. »« Oh, Quella, laisse-moi peindre, s'il te plaît, le matin seulement. Le reste du temps, je ferai tout ce que tu veux. »« Pas question !» Tu n'as qu'à mener ta vie d'artiste. Je me demande d'ailleurs comment tu feras pour t'acheter de quoi peindre. Mais si tu décides de rester, cher petit minable, dis-toi bien que tu n'auras plus le temps de toucher à un pinceau. Il ferme les yeux pour ne plus la voir.
Comment un artiste comme lui peut-il supporter la vision de ce visage affreux? Tout simplement parce qu'il a raté ce meurtre, comme il rate toujours tout ce qui est d'ordre pratique. Il a tout perdu. Tout. Et maintenant il se retrouve les mains vides au fond du gouffre, puni. C'est à cet instant même que l'idée lui vient. Il ouvre les yeux, redresse les épaules et, en s'inclinant sèchement devant Quella, il lui dit « Au revoir, ma chère épouse. Je connais un endroit où je peux aller. » Là-dessus, il sort, savourant les éclairs de rage de la matrone qu'il entend derrière lui. Le lieutenant Trine est un homme grisonnant d'une quarantaine d'années, soupçonneux et incrédule par nature et par profession. Bon, reprenons si vous voulez bien. Vous vous accusez d'une tentative de meurtre. Oui, c'est ça, répond Dexter Road. Mais nous n'avons reçu aucun rapport concernant cette affaire. C'est parce que le docteur Gilman ne peut imaginer un meurtre. Il a cru que c'était un accident. Ah, et vous dites que votre femme sait que vous avez essayé de la tuer? Ben oui, elle le sait. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas signalé? Ma femme est une personne étrange, lieutenant. Le lieutenant est sceptique, mais il a déjà rencontré dans son métier tellement d'êtres et de choses étranges qu'il admet. Très bien, nous allons vérifier vos dires. On va faire un tour chez vous. Est-ce vraiment nécessaire? Demande Dexter légèrement inquiet. Le lieutenant lui fait signe de la tête que oui, en même temps qu'il appelle le docteur Gilman qui corrobore l'histoire de Dexter. Il le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je suis curieux de connaître une femme qui a été victime d'un empoisonnement de la part de son mari et qui persiste à vouloir vivre avec lui. » Quella, les bigoudis sur la tête et toujours en kimono rouge, n'accepte de faire entrer le lieutenant que lorsqu'il lui a montré sa plaque de police. Il lui explique la visite de son mari et lui demande sa version des faits. Brièvement et avec bon sens, Quella explique. « Lieutenant, mon mari est un homme bizarre. C'est encore un petit garçon. Il n'a pas le sens des réalités comme tous les artistes. Je suis une femme qui connaît la vie, mais, voyez-vous, mon mari me reste étranger. Oui, je ne comprends pas qu'un homme en pleine force de l'âge passe ses journées à peindre. Il faut que je vous avoue que j'ai un caractère horrible. J'ai abîmé toutes ces toiles. Voilà ce que j'ai fait. Alors, il a pris la porte. Dès qu'il est parti, bien évidemment, j'ai regretté mon geste. Je me rendais bien compte que je l'aimais, mais il était trop tard. J'ai cru ne plus jamais le revoir. Je me suis donc assise et j'ai commencé une lettre pour ma sœur. Quella sort une enveloppe de son corsage. Pendant que le lieutenant en prend connaissance, Quella continue à parler. « J'ai essayé de me suicider, lieutenant. Voilà tout. » Le lieutenant fronce les sourcils et se frotte le menton, l'air pensif. « Oui, très bien, mais alors, pourquoi votre mari est-il venu au commissariat pour s'accuser d'une tentative de meurtre sur votre personne? » « Lieutenant, je pense que c'est parce qu'il est trop gentil. »« Quoi ?» Le lieutenant ouvre des yeux grands comme des soucoupes. « Vous ne comprenez pas qu'il était au courant de ce que j'avais fait. Il savait que j'avais failli mourir parce qu'il m'avait quitté. Sensible, comme le sont tous les artistes, il s'est senti coupable. À ses yeux, lieutenant, c'est lui qui m'avait tué, ou presque, même indirectement. C'est pourquoi il est venu se confesser à vous. Mais c'est moi seul qui suis coupable. Mon mari est totalement innocent, lieutenant. » Pour Dexter, c'en est trop. Il crie « Elle ment, vous la croyez pas, j'espère !» Le lieutenant reste silencieux un assez long moment à réfléchir. Puis il se décide. « Écoutez, monsieur, la version de votre femme me semble parfaitement logique, principalement parce qu'elle n'en a parlé à personne. Quant à vous, vous ne dites rien au docteur Gilman et ensuite vous vous précipitez à mon bureau. Non, vraiment, si quelqu'un a commis un crime, vous pensez qu'il ira à la police ?
Ça m'ennuie de vous le dire, monsieur Dexter Road, mais vous ne me semblez pas avoir toute votre tête. Madame Road, il y a une chose que je voudrais ajouter. Quand vous avez vos petites querelles, oubliez vos somnifères, s'il vous plaît. Le lieutenant s'esquive, les laissant tous deux face à face dans le salon. Il reste silencieux. Quella a un petit sourire satisfait au coin des lèvres. Dexter, lui, rumine son désespoir. Alors tu croyais que la société allait te prendre en charge, hein, minable, et que tu pourrais continuer à t'amuser avec tes pinceaux et ta peinture en prison. Mais je te l'ai dit, Dexter, tu ne me servirais à rien en prison. Je te veux ici, avec moi, tout le temps. 2 mois plus tard, le lieutenant revient à la maison des Road. Dexter est assis dans le salon, le visage enfoui dans les mains. « Ah, dites-moi comment c'est arrivé, monsieur Road, commence le lieutenant. Dexter relève la tête. Il est pâle, hagard. Il a le visage d'un homme qui sort de 2 mois d'enfer. D'une voix hystérique, il balbutie. « Ça y est, je l'ai tué. Je l'ai tué. Je lui ai administré tous les somnifères qu'elle stockait dans l'armoire à pharmacie. » Ils sont interrompus par un homme en bras de chemise qui vient parler à l'oreille du lieutenant. « Nous avons vérifié les empreintes digitales sur les boîtes de somnifères, lieutenant, et sur le verre. Ce sont les empreintes de Madame Road. » Dexter répète. « Je l'ai tué, ça y est, je l'ai tué. » Le lieutenant hoche la tête. « Ah, soyez raisonnable, monsieur Road. C'est pas à la police que vous devez vous adresser, mais à un psychiatre. » Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.